Les personnes qui habitent ces logements ont des rêves, des aspirations, des potentialités, et ce, à tout âge, comme vous et moi. Toutefois, la vie n'a pas été facile pour ces personnes. Afin de contrer les préjugés et d'influer positivement sur leur parcours de vie, le gestionnaire social de ces habitations et divers partenaires comme le réseau de la santé et des services sociaux ou les organismes communautaires ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Investir collectivement dans les capacités des personnes et des communautés favorise leur épanouissement, leur permet de rebondir et d'avoir ainsi une meilleure qualité de vie. Les personnes interviewées, tous des locataires, ont voulu que cela se sache. C'était quelque chose de vaincre le préjugé d'habiter en HLM. Ça ne s'est pas fait avec le déménagement. Parce que les gens disaient, t'es rendu là. Tu fais là. Mais eux autres, ils ne voyaient pas, là. Ils pensaient, moi, que je vivais, là, tu sais, là. Dans certains cas, ils vont dire que c'est des personnes qui sont pas scolarisées, des voleurs, toutes les rumeurs peuvent circuler ce moment-là. Les premiers temps, j'ai mon prof qui me disait, c'est rare que j'ai pas le droit d'aller là si je connais pas personne. Je me dis, non, je peux tout ça, tu me connais, si tu veux. Il y a un monsieur qui a passé avec son chien, il n'y avait pas de liste. Le chien est venu faire ses besoins juste en avant où ce que je reste. Je te l'ai dit, il m'a dit, hey, pour le prix que tu payes, là, t'as pas un mois à dire. C'est quelque chose qui était vraiment difficile quand même les professeurs te regardent et qu'ils te disent par ton nom de rue, tu feras rien de bon dans ta vie. C'est beaucoup de défis, des nouveaux défis à relever. Je viens du quartier Jean-Nicolet qui a, depuis les tout débuts, quand c'était construit en 70, j'étais très jeune quand je suis arrivée dans les HLM. J'avais 12 ans. Par expropriation de notre secteur Notre-Dame-de-la-Paix qui a été démoli. Bon, il n'y avait pas d'eau chaude, la majorité c'était un poêle à bois, c'était des grosses familles. Souvent on était dans des logements qui étaient trop petits. Beaucoup n'osaient pas sortir du quartier par rapport aux préjugés qu'on avait. On laissait tout derrière nous. Je suis la cinquième d'une famille de 9. Je suis née aux Trois-Rivières, grosse famille. Et puis, j'ai fait mes études. Et puis, j'ai rencontré l'âme sœur. Alors, je me suis mariée. J'ai eu 4 enfants, c'est-à-dire 2 enfants nés. Et j'ai adopté 2 qui se sont des jumeaux. J'ai eu une rupture. Alors, je suis partie. Les finances n'étaient pas grosses pour vivre avec les 4 enfants. Il fallait que je les fasse instruire. Les enfants, quand ils ont perdu leur père, le plus jeune avait 12 ans. J'avais une pension alimentaire à un moment donné, puis ça s'était coupé, là. Là, c'est là que j'ai fait ma demande à un HLM. Puis là, j'ai attendu 7 ans. Mais durant les 7 ans, il fallait que je travaille, parce que d'année en année, mon loyer augmentait. Au bout de 7 ans, téléphone sonne. Le 23 octobre 2005, c'était mon anniversaire, 65 ans. La madame a dit, on vous a trouvé un loyer. Je suis à HLM depuis 1984. J'ai fait des études au cégep de Trois-Rivières, je ne les ai pas terminées. Puis j'ai tombé enceinte en 1984. Donc c'est là qui m'a amenée à demander un HLM pour avoir une chambre pour ma fille, parce que je vivais dans un 3,5 qui coûtait assez cher. J'habite dans le secteur d'Allard-du-Cruy, puis je fais présentement un DEP pour être infirmière auxiliaire. J'étais arrivée à 7 ans avec mes parents. J'ai passé ici ensuite jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis partie, puis je suis revenue ensuite, suite à une séparation avec mon conjoint. J'ai 2 enfants. Un grand garçon de 14 ans et une grande fille de 13 ans. Avec des enfants, c'est pas toujours évident. On est monoparental, alors j'avais besoin d'un bon coup de main aussi pour retourner à l'école, puis tout ça. Je pense qu'avoir été à l'école,
avoir payé un logement dans ton centre-ville à 600 j'aurais pas eu la tête tranquille à pouvoir étudier comme il faut. Moi, je suis rentrée là, il y a 10 ans. Je suis venue au monde à Montréal. J'ai été adoptée à 3 ans, parce que 6 ans, on m'a envoyé dans une orphelinat, puis j'ai été placée jusqu'à 19 ans. À 19 ans, je suis sortie de là. Je suis emmenée à Trois-Rivières, ça fait 50 ans. J'ai commencé à travailler dans un bar. J'ai travaillé barman pendant 32 ans. Puis au bout de 32 ans, j'étais obligée d'arrêter puisque je tombais en invalidité. Avec une qualité de vie qui n'était pas trop belle. Puis j'avais de l'insécurité financière, j'avais arrêté de travailler, puis je suis bien-être, on n'a pas des gros salaires. Je me suis dit, où est-ce que je m'en vais? J'ai bouché toute ma vie, puis aujourd'hui, je tombe à rien. Je suis en HLM depuis 7 ans. À cause de raisons de santé, j'ai subi une chirurgie de réparation du genou et ça a très mal tourné. J'ai attrapé des bactéries. Alors au début, j'ai dépensé mon propre avoir pour des médicaments qui n'étaient pas couverts et à ne pas travailler tout le temps. Ben, ça faisait aussi un salaire minable, ce qui fait que à un moment donné, j'ai appliqué avec l'aide de mon fils, à un loyer en HLM. Mais quand on arrive là, là, ta vie, là, elle change. Elle change complètement. Parce que les gens disaient, t'es rendu là. Tu fais là. Mais eux autres, ils ne voyaient pas, là. Ils pensaient, moi, que je vivais, là, tu sais, là. Mais ils ne savaient pas, là, ma vie, là. Moi, j'ai nourri mes petits. Je leur ai donné l'argent qu'ils voulaient pour les instruire. Puis je me dis, c'est ça qu'il faut. Parce que je trouve ça de valeur que les gens aient tant de préjugés. Ils devraient venir nous jaser, puis ils sauraient qu'on est des gens avec un cœur, avec un âme. Puis on a du potentiel, c'est pas parce qu'on reste là qu'on n'est pas intelligent. Qu'on n'a pas qu'on n'a pas à arrêter de vivre parce qu'on reste dans un HLM. D'autant plus qu'on a la chance de revivre, d'être bien. Il y a un monsieur qui a passé avec son chien, il n'y a pas de laisse, puis le chien est venu faire ses besoins juste en avant où ce que je reste. Puis je te l'ai dit, puis il m'a dit, hey, pour le prix que tu payes, là, t'as pas un mois à dire. J'ai dit qu'il n'était pas au courant de ce que je payais, puis il n'était pas au courant pourquoi j'étais ici. Ça m'a pas tenté de le renseigner, je l'ai trouvé très effronté. Je me suis étiqueté, moi aussi. Il n'y a pas que les gens qui nous étiquettent. Nous aussi, on est sévère envers nous-mêmes. On se condamne, puis on est sévère. Ça n'a pas sa raison, ça. J'avais toujours gagné ma vie, puis j'avais toujours été... j'étais très autonome. Ça a été honteux pour moi de me remonter au bien-être. Puis je me souviens, j'avais dit à la fille, j'ai gardé mes bijoux, j'ai dit, moi, j'ai toujours travaillé. Elle dit, pas d'avoir à avoir honte. Elle dit, on est ici pour vous aider. Fait que j'ai commencé à retirer du bien-être, puis là, j'ai fait une demande à l'OMH. Mon plus gros défi, je vous dirais, depuis étant jeune, c'est les préjugés. Je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2014, on ne sait même pas c'est où encore le secteur Jean-Nicolas. On nous dit encore que si on nomme la pierre, on sait c'est. Il faut voir qu'on a beaucoup de chemin à faire. Les gens de l'extérieur voient ça comme un ghetto, alors que nous, on travaille à ce que ce ne soit plus ça. Dans le quartier, tout le monde se connaissait. Donc, l'homme que j'ai marié vient de mon ancien quartier aussi. J'ai eu 2 enfants. Mes enfants, ils ont eu beaucoup d'intimidation à l'école parce qu'ils venaient du secteur. La majorité des enfants ne disaient pas qu'ils venaient du secteur ici parce qu'ils étaient taxés automatiquement. Puis je sais que c'est pas juste dans notre HLM direct ici, c'est dans tous les HLM il y en a beaucoup qui disent pas qu'ils restent là par rapport aux préjugés. C'est quelque chose qui était vraiment difficile quand même les professeurs te regardent et qui te disent par ton nom de rue, tu feras rien de bon dans ta vie. C'est pas vrai, on peut s'en sortir, puis on a plein de talents aussi, nous autres aussi. Écoute, on venait du Rochon, on se faisait achaler. Mais à cette heure, c'est comme, tu viens d'un quartier pauvre, puis je crois qu'il y a une différence comparée à avant, mais c'est beaucoup moins pire, je dirais, là, depuis ces 2 dernières années. Ben, depuis, on dirait que les constructions, là, on dirait que c'est beaucoup moins pire.
Les premiers temps, j'ai mon prof qui me disait hey, c'est alors que j'ai pas le droit d'aller là si je connais pas personne. Je disais voyons donc, je peux dire tu me connais si tu vas, tu sais. Mais je disais non, il y a pas de problème là, vraiment pas. Puis là, à ce temps, c'est quand je dis que je reste ici, ah ouais, vous avez toutes des maisons neuves, puis comme accès tu peux, puis tu sais, c'est sûr que ça l'a embelli beaucoup. J'ai comme l'impression que les gens font plus attention aux choses. Fait que oui, non, ça a changé l'image du quartier, je trouve. Dans certains cas, ils vont dire que c'est des personnes qui sont pas scolarisées, des voleurs, toutes les rumeurs peuvent circuler ce moment. Aller dans un logement qui coûte cher, dans le bloc appartement, trouver un locataire malcommode, il y en a en masse, mais on ne les voit pas. Mais ici, en HLM, c'est drôle, hein, on les voit tous, puis ils sont pas tous malcommodes. Là. Puis même, dans certains cas, c'est l'immigration qui fait que les gens se disent, ben là, les immigrants, ils ont des logements, moi j'ai pas de logement, les immigrants, ils ont ci, ils ont ça, ils ont tout. Tu sais. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui arrive d'un autre pays, complètement. Là, t'es pas chez vous, là. T'arrives dans un pays inconnu, une province inconnue, une ville inconnue, tu connais pas personne, puis là, tu t'installes, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton pays? Que le monde ne savent pas ce que tu as vécu. Tu as peut-être vécu des choses pires que nous, on n'a jamais vécu dans notre vie. Je viens de la Colombie et ça fait maintenant 10 ans que je suis au Canada. Je suis arrivée à Trois-Rivières avec ma mère et mon frère en 2004. C'est que mon père il a été assassiné en 2001. Eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient ma mère. Ils voulaient tuer ma mère parce que c'était ma mère qui avait de la façon de penser différente. C'était elle qui faisait partie d'un groupe communautaire et tout ça, politique. Alors, ils voulaient tuer ma mère, mais ma mère, elle n'était pas là. Alors, ce qu'ils font souvent, eux, c'est qu'ils laissent des messages, mais c'est des messages comme ça. Donc, ils ont pris mon père et ils l'ont emmené, puis ils l'ont assassiné. Alors, on a déménagé dans une autre ville où on a comme essayé de refaire notre vie, mais un an plus tard, ils nous ont retrouvés. Alors, ça a fait comme on a dû déménager encore. Et après avoir fait ça 3 fois pendant 3 ans, ben, ma mère, elle a décidé de demander de l'aide à l'extérieur. Le 23 août 2007, et c'est le même jour, on est arrivé ici à Trois-Rivières. Nous avons quitté la Colombie à cause de la guerre. On a beaucoup de difficultés pour la sécurité. Nous avons choisi le HLM parce que c'était une bonne opportunité pour nous, pour nous donner un coup de main en attendant qu'on puisse s'intégrer au marché du travail. J'ai commencé à travailler le 13 mars 2012. Je travaille dans le domaine de l'élevage de poulets. On a quitté HLM le 1er juillet de cette année. C'est un logement privé. HLM nous a apporté beaucoup d'aide. Nous a donné toute l'opportunité de s'intégrer avec les autres, de se familiariser avec les autres. Pour moi, ça m'avait changé la vie, oui. Fait qu'on peut juste se mettre dans la peau de ces gens-là et essayer de les comprendre. Au lieu de chercher à les juger pour trouver des choses louches à quelque part. Là, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à faire changer les gens. Ça a pris quelques années avant de dire aux gens, oui, j'habite le HLM à Pointe-du-Lac. C'était comme, dans le fond, quêter à la société. Quêter quelque chose, en fait, au lieu de le gagner. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, en fait, qu'avec les difficultés au niveau santé, ben, je veux dire, je devais me résoudre, en fait, à habiter un HLM pour avoir de l'aide du côté du loyer, pour être capable, dans le fond, de manger, puis d'avoir une vie là, qui est comme normale. Puis là, ben, je veux dire, avec les années, je me rends compte que c'est des gens qui ont eu des parcours, en fait, assez impressionnants même. L'Office municipal fait en sorte que Jean-Nicolet change beaucoup avec divers projets menés par la Maison des Jeunes, entre autres. C'est ça qui fait que le secteur bouge beaucoup. Les jeunes travaillent, puis on essaie d'inculquer aux gens de faire du recyclage, de ramasser.
il y a toujours des choses à changer. Il y a toujours des gens récalcitrants qui ramassent pas. Mais ça, ces gens-là, à force de leur dire, de les amener à... Puis s'ils voient que le quartier change, peut-être qu'eux autres mêmes vont dire, ah, ben ça change. Pourquoi moi, je pourrais peut-être changer? Quand on a transféré ici, on était encore 14. Alors, c'est beaucoup. Ce qui fait en sorte que c'est sûr que pour nos parents, la commodité qu'il y avait dans les logements ici, avec l'eau chaude et t'as pas besoin de chercher du bois parce que le chauffage est là, tu sors dehors, je veux dire, tu vois le monde. Il y avait l'entrée de la laveuse sécheuse, on connaissait même pas ça. On n'en avait pas. C'était plus facile pour eux. Quand on est arrivé ici, on était 3 personnes, presque 3 adultes, parce que moi j'avais 16 ans et mon frère il avait 15. Et ma mère, elle a su par une personne qu'on pouvait faire une demande pour, ils appellent ça une maison du gouvernement. C'est à prix moins cher et tout ça. C'était plus facile pour ma mère d'arriver avec l'argent qu'elle avait à chaque mois. En fait, elle recevait des allocations et tout pour moi et pour mon frère, mais c'est sûr qu'elle n'avait pas aucun autre revenu, donc c'était plus facile pour elle d'être capable de payer toutes ces choses à chaque mois. Ça a changé ma manière de vivre parce que j'avais plus les moyens de subvenir aux besoins de ma famille. Ça a changé aussi la perception que je pouvais avoir des gens. Mais quand on vit dans le secteur, on se rend compte que c'est un secteur chaleureux, qui se fait beaucoup de choses pour arriver à faire en sorte que le quartier soit un très beau quartier. Donc, on pourrait dire aussi, c'est comme si c'était une famille, un quartier de 170 logements, comme une famille où on voudrait que la famille se sente bien. C'est un quartier qui se tient beaucoup. S'il y arrive quelque chose à un enfant, ben il y a toujours un parent qui va aller voir. Non, c'est vraiment un quartier qui m'a sécurisée quand j'étais jeune. Puis maintenant, avec mes 2 ados qui ont pratiquement grandi ici, je suis jamais inquiète quand mes enfants s'en vont dehors. Ils ont leur petit bois pour jouer en arrière. Il y a le terrain de baseball, il y a la patinoire l'hiver. Il y a des activités avec la maison des jeunes. Ils font plein de choses. Mon gars, il tripe vraiment. Puis du soutien pour l'aide aux devoirs, la maison des jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai une qualité de vie que je voudrais pas perdre. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, ça m'a donné un autre sens à ma vie. Ça m'a ouvert des grands horizons, des choses que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu l'aide de l'OMH. C'est la plus belle chose qui n'a pas pu m'arriver. Là, ça a relevé là. Là, ça levait. Là, je me disais, là, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, je vais aller faire grouiller. Alors, le partager ce que j'avais en moi. Moi, où je demeure, là, le HLM où je demeure, là, j'ai des âmes en arrière. À tous les matins, je fais mon yoga. Ils doivent dire, la bonne femme en haut, qu'est-ce qu'elle fait là? Je fais mon tai chi, je fais tout. Alors, je suis venue rencontrer quelqu'un à l'office qui nous a expliqué c'était vraiment quoi la fonction d'un comité de loisirs dans une bâtisse. Et après ça, j'ai dit, OK, je vais faire partie du comité. On a fait beaucoup d'activités. Je suis assez fière de ces années-là. Et ça m'a permis aussi de venir au CCR et de connaître le roulement du comité consultatif des résidents. Je pense que c'est au fur et à mesure de l'implication que tu découvres les aléas là, de tout le mouvement en question. Là. Alors, ça m'a permis effectivement là, d'approfondir ce côté-là. Et à ce moment-là, de m'impliquer, à savoir de me présenter comme représentante des aînés au CA de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. C'était vraiment une découverte des plus pertinentes et des plus enrichissantes qui ont continué de démystifier qu'est-ce qui était l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Je pense que dans les réussites que j'ai accomplies, la première, c'est sûr que c'est avoir fini mes études, avoir mon diplôme de technicienne en travail social. Ça, c'est ma plus belle réussite, c'est sûr. Et après ça, ben, grâce à cette réussite-là, j'ai été capable de faire d'autres choses, d'autres rêves que j'avais dans ma vie et que je pense que j'aurais peut-être pas réussi à les réaliser en Colombie. Là. Je pense que là-bas, les opportunités sont un petit peu moins. Il y a ma mère qui a fait un retour aux études. Elle a été 4 ans au cégep en travail social aussi. Elle a eu son diplôme. Et en ce qui concerne mon frère,
Il a 1 an et demi plus jeune que moi. En ce moment, il a 24 ans et il est médecin. Il a étudié à l'Université de Montréal pour devenir médecin et maintenant, il se spécialise à Sherbrooke. Quand j'étais au cégep en travail social, j'ai connu le travailleur du milieu du cégep et il m'a demandé de l'aider pour faire une traduction parce qu'en fait, il y avait la distribution alimentaire ici dans le quartier Jean-Nicolet et il y avait beaucoup de Colombiens qui venaient à la distribution mais qui parlaient pas français ou qui disaient qu'ils comprenaient pas. Et après, ben, il y a eu un poste qui s'est ouvert à la Maison d'entre amis. J'ai passé mon entrevue puis j'ai commencé à travailler ici, mais c'est vraiment grâce au bénévolat que j'avais fait. J'ai terminé mon diplôme en documentation avec un enfant d'1 an et demi. J'ai fait beaucoup de projets dans divers organismes. Quand ma fille est au secondaire, j'ai terminé l'attestation en bureautique. Ensuite, il y a 10-15 ans, je suis rentrée au comité des citoyens de Notre-Dame-de-la-Paix, en HLM. Et là, j'ai commencé à m'occuper d'une bibliothèque, à faire divers travaux. Par la suite, j'ai fait le secrétariat et la trésorerie du bureau. Je fais le journal du bureau. Je m'occupe des déjeuners des jeunes le matin. Et je gère diverses subventions, comme le fonds avec des bingos pour les déjeuners. La ville de Trois-Rivières aussi, parce qu'on fait différentes fêtes de quartier. Je gère une subvention de la ville de Trois-Rivières. En fin de compte, tous ces petits boulots que j'ai faits m'ont amené à m'impliquer au comité des citoyens, à m'impliquer aussi comme membre sur Multiboulot et aussi à m'impliquer avec la Fédération des locataires et immobiliers du Québec. J'ai apprivoisé mes peurs. Je me suis mis à regarder autour de moi, puis je trouvais qu'on était correct, qu'on était bien. Ça m'a donné un élève, ça m'a donné un autre sens à ma vie que j'avais pas. Ça m'a donné le goût d'aller plus loin, d'apprendre des choses, de vivre des choses, d'aller vers les gens. On a formé un comité parce que je trouvais que quand je suis rentrée dans les HLM, je trouvais que les gens étaient très isolés. Je me suis impliquée pendant 6 ans, mais j'ai adoré ça. J'ai vu les gens. On avait des soupers à Noël, on avait des soupers à Pâques, on avait des soupers à la fête des mères. On avait beaucoup d'activités qui faisaient que j'étais rassembleuse. Je ne savais pas que j'étais rassembleuse, mais j'étais rassembleuse. Mais quand j'ai commencé à faire du bénévolat, pour aller dans les CA, ça m'a aidé beaucoup à me revaloriser. Je vais dans les écoles lui donner ce que j'ai reçu de la vie, ce que je reçois aujourd'hui. Je vais montrer aux gens qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être des gens en évolution chaque jour. On évolue à chaque jour si on veut. Mais il faut avoir du courage, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la ténacité aussi. Mais l'OMH m'a donné un bon coup de pouce pour ça. C'est sûr que dans le temps, ils géraient des logements. Sauf que les gens avaient besoin de plus que ça. On avait besoin de ressources, on avait besoin de soutenir ces personnes-là qui vivaient beaucoup de solitude, qui vivaient beaucoup de préjugés du monde extérieur. Parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, c'est juste que des fois, ils ne savent pas. C'est juste que des fois, ils ont eu des blessures. Mais n'importe qui dans la vie peut avoir des blessures. Et c'est de lui donner la chance de prouver qu'ils sont capables de faire des choses. Je trouve que l'Office municipal d'habitation est sensible à nos besoins. Il nous accompagne beaucoup là-dedans aussi. Une maman dans le quartier voulait partir à la maison de John, elle est venue me chercher. Pourquoi je me suis impliquée? Parce que ça faisait un lieu pour que les enfants se rassemblent. Ça faisait un lieu où ce que les enfants, il n'y avait aucune discrimination entre eux. Il y avait pas, ils se sentaient égaux, ils se sentaient appréciés. C'était leur maison. Les activités qu'il y a à la Maison de John aussi, ça permet de travailler beaucoup l'estime de ces enfants-là. On travaille beaucoup avec l'école. Mais toutes ces activités-là, si on prend comme l'aide au devoir, les ateliers d'art, les ateliers tricot, les ateliers musique, les ateliers de sensibilisation, les soupers partage, le comité qui fait la distribution alimentaire, qui fait les petits déjeuners, tout ça, c'est de mettre des outils dans les mains des enfants ici, des personnes, pour faire en sorte de les aider dans le cheminement. Chaque activité rapporte quelque chose aux jeunes, que ce soit au niveau de son estime, son partage ou
dans le courant de sa vie, c'est sûr qu'il va se servir des trucs qu'on a donnés et qu'on lui a montrés. Ça permet à des gens à savoir aussi qu'ils ont une place dans la société. Et ça, c'est important. Oui, les ressources du quartier ont été très importantes. J'ai eu le PRF. C'est le programme renforcement de famille. C'est, je crois, c'est 14 séances. On a des soupers avec des animateurs, avec nos enfants. On a plein de petits trucs, comment aborder nos enfants, nos ados qui arrivent à l'école, qui sont marabouts, qui veulent pas te parler. Comment gérer, parce que là, ça grandit, on a plein de nouvelles questions, le secondaire qui arrive. Mais moi, ça m'a aidé. J'ai eu des petits trucs très pratiques. Je trouvais que l'image des adolescents ici était mal vue. Effectivement, oui, c'est vrai que des fois, ils faisaient du graveur, du vandalisme, mais en même temps, il n'y avait rien pour jouer. C'était leur façon à eux. Alors, on a parti le projet Agir ensemble en 2006. Ils lâchaient l'école et tout ça, puis nous, on a travaillé beaucoup la persévérance scolaire. Ça les aidait aussi au niveau de payer le lit, tout ça. Fait qu'on est allé s'asseoir aussi avec l'école pour dire, nous, on travaille avec ces jeunes-là. On va leur mettre des outils de main. C'est important qu'eux aussi, de leur côté, arrêtent de les étiqueter par le nom d'eux. J'ai 17 ans. Je fais du sport. Je vais à l'école à l'Académie de stockage, je vais en 4. Puis j'ai hâte de finir l'école pour aller dans mon métier. Je viens de la Colombie, ça fait 6 ans que je suis au Canada. Fait que je suis venu ici au Canada à cause des problèmes sociaux. J'habite dans le quartier Jean-Nicolet. J'ai 17 ans, puis je vais à l'école des pionniers en accès DEP. Je vais faire un stage en coiffure, puis je vais devenir styliste de mode. J'ai 3 et j'ai 16 ans. Puis je joue à l'Académie des Estacades. Je joue en secondaire 4 cette année. Je fais du sport. Des fois, si j'ai du temps, je dessine. Au début, la maison de notre ami, ça a commencé comme pour réparer les clôtures que les ados ils brisaient. Fait que les ados, à un moment donné, se sont rendus compte que les briser, ça ne servait à rien parce qu'à un moment donné, ils les réparaient aux autres moins. On nous a fait des préventions sur, dans le fond, la sexualité, la sécurité au travail et tout le reste. Mais les projets de la génération nous a montré comment utiliser des outils, devenir autonome avec des affaires dangereuses, puis le savoir vivre avec les autres. Et avant, je n'étais pas capable de travailler manuellement. Puis rendu grâce au projet, je suis capable même. On a fait des bacs à fleurs pour des personnes âgées. On a amélioré le quartier. On a mis un skatepark. On a ramassé les déchets pour que ça soit plus beau. On a mis des bacs à fleurs, on a mis des fleurs vivaces pour que ça soit plus beau notre quartier. Mais dans notre famille, ça a apporté une fierté. Agir ensemble rapporte beaucoup d'aide pour corriger nos défauts. En fait, ce qui m'a amené au projet, c'est plus pour travailler sur moi-même. Qu'est-ce que je faisais pas de bien, mais j'aimerais ça de travailler dans ce projet-là. Avant, j'étais une personne très renfermée, puis j'avais la colère dans moi. Ça m'a aidé beaucoup à sortir ma colère puis me communiquer avec d'autres personnes. À travailler à être autonome, sur l'estime de soi, puis être responsable. Avant, j'étais un gars très renfermé, j'étais pas capable de m'affirmer. Mais grâce aux animateurs, aux animatrices de la maison d'entraînement, je m'exprime plus, j'ai dit plus d'opinions qu'avant. J'ai amélioré mon leadership. Avant, ça se passait plutôt mal, là. J'étais pas trop un gars qui aimait ça à l'école. Je me sentais pas bien, je sentais que c'était pas ma place. Puis je me faisais tout le temps mettre dehors. Fait qu'à un moment donné, je suis venu à un job. Ça a commencé à me piquer, ça m'a changé. Puis à l'école, plutôt, à cette heure, ça va bien. Le projet m'a apporté le bien-être envers moi-même, parce que je me sentais bien de travailler ici. Il fallait que je sois patient envers les autres, parce que si je décidais de péter les plombs et de commencer à dire qu'est-ce que je pensais aux autres, c'était pas bon. J'ai réalisé que dans la vie, c'est pas juste l'argent qui compte, c'est aussi le partage, puis être social, puis être généreux avec tout le monde. À chaque fois que j'étais ici, j'avais du plaisir parce que je pouvais communiquer avec des gens, parler avec des amis, puis on faisait des activités de temps en temps, puis ça me fait du bien. En juin dernier, j'ai reçu un certificat en disant que j'étais la personne état de l'année à cause de l'implication puis mon travail avec les autres. Cette année, on a parti une coopérative pour l'année prochaine.
Puis on va comme gérer nous-mêmes la coopérative avec les jeunes. Ce ne serait pas les intervenants ou les adultes qui vont nous aider, mais ce serait juste nous-mêmes. La coopérative, ça va genre, pour aller aider les personnes âgées, leurs besoins, mettons, quand ils ont besoin de déplacer des... Mettons, les autres sont pas capables de couper le gazon, puis ils ont trop peur, fait nous autres, on va les aider, c'est comme l'aide humanitaire aux personnes âgées. C'était une expérience merveilleuse de découvrir comment ils étaient travaillants, comment ils étaient souriants, qui étaient contents de venir nous installer nos bacs. Ça a fait du bien, même à tous les résidents, de voir à quel point les jeunes pouvaient s'impliquer, puis à quelque part, ils étaient capables de le faire dans un esprit vraiment agréable. Ce projet-là a fait en sorte que on comme pas complété complètement le projet, mais tous les autres ont fait les secondaires 5. Alors, c'est vraiment une réussite. J'ai retourné aux études en 2010. J'ai été terminer mon secondaire. J'avais quand même beaucoup à faire, mais j'ai tout fait ça en 1 an. Ben, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que quand j'ai recommencé l'école, il me semble qu'il y en a une couple qui ont suivi. De mon âge, il y en a 3 qui sont allés faire, pas infirmière auxiliaire, mais qui sont allés faire préposer quand même. C'est beaucoup d'études avec des ados, qui étaient un petit peu plus jeunes à l'époque, qui étaient des enfants. C'était beaucoup d'heures. Je suis présentement en stage à l'hôpital Sainte-Marie, au 2G en neurochirurgie. Je tripe, j'aime ça. Je termine le 24 octobre mon cours. Ben, ouais, c'est ça mon cours. Je vais pouvoir aller travailler ensuite. Ce projet-là, ça a donné l'idée aux parents aussi de dire, ben si mon jeune travaille, moi aussi je peux travailler. On nous parlait de multiboulot, c'est un autre plan que l'Office municipal a mis. C'est une entreprise d'économie sociale. Alors, les parents pouvaient aussi appliquer là. Donc, là aussi, la formation que nous, on donnait aux jeunes, les parents la recevaient là. J'ai 60 ans. Puis, ça fait... J'habite dans un loyer privatisé, ça peut faire une dizaine d'années. Moi, j'étais sur l'aide sociale, puis hard pas, tout ça, avant la misère à vivre. Je suis là, j'ai demandé le loyer privatisé. Vu que je ne suis pas lu ni écrit, aller me trouver un job, mettons, à 35$ de l'heure, puis 45$ de l'heure, faut que tu saches lire, puis ici, puis savoir comment ça fonctionne, toute l'équipe. Fait que le mec m'avait dit, ben, va donner ton nom sur M. Boulot. Il dit, je cherche du monde, tout ça, ben, elle va me donner mon nom, tout ça. Je travaille avec M. Boulot, ça va faire bon, 3 ans, c'est pas grave. Capable de me débrouiller toute l'équipe. Quand ils m'ont l'expliqué, je sais que c'est comme m'envoie. Pas une feuille, m'envoie pour faire mon ouvrage. On a un loyer à les nettoyer, on va le nettoyer, toute l'équipe. On fait de l'entretien, on fait les coupets, on fait n'importe quoi. Tant que m'envoie l'ouvrage demain, je suis bien content, moi, ça va très bien. M'en donne bien les gars qui travaillent, tout ça, on s'en donne bien. Autant que mon pouvoir m'accomplir, je vais être très content. C'est pas toujours facile. Il faut savoir se remonter, botter les fesses un petit peu. C'est extraordinaire. Pour vrai, là, ça vaut la peine de ne pas lâcher puis de foncer. Aujourd'hui, j'ai un enfant de 30 ans. Aujourd'hui, elle a un diplôme en éducation spécialisée. Elle travaille, elle a une job, elle s'est acheté une maison, payer ses prêts bourses, payer son char. Elle a un chien. Mes enfants, aujourd'hui, ils travaillent tous les deux. Ils ont une maison. Moi, je vous dirais, ça fait peut-être 4 ans, à peu près, que je ne suis plus dans le HLM. Je suis juste à côté, mais mon patelin, il est ici. Je ne vivrai pas ailleurs. C'est vraiment... Mon cœur est ici. Mon quartier, c'est ici. Ma vie, c'est ici. Le sentiment d'appartenance, je trouve qu'ici, il est très fort. C'est un quartier très solidaire. Par exemple, moi, je me rappelle qu'il y a une famille qui a passé au feu, tout le monde s'est mobilisé. C'est la différence que je vois dans d'autres quartiers. C'est que nous, ici, on se prend en main. On sait c'est quoi nos besoins.
qu'on y trouve les solutions. Mon plus grand souhait serait que les gouvernements s'impliquent plus pour faire de nouveaux HLM ou de nouveaux logements sociaux parce qu'il en manque beaucoup. Qu'il y ait moins de personnes qui attendent sur les listes d'attente. C'est beaucoup de défis, de nouveaux défis à relever. Et pour moi, ce qui s'en vient, c'est la coopérative avec les jeunes à la maison d'entre amis. Et je veux faire partie de cette organisation-là, je veux m'occuper de ça. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup l'organisme où je travaille, et j'aime beaucoup l'équipe avec laquelle je travaille. Mais ce qui est plus difficile, c'est par exemple, nous, on doit demander toujours des subventions pour assurer le salaire des employés, tout ça. Et j'aimerais ça que, mettons, un jour, on n'ait plus cette inquiétude-là, d'être capable de se concentrer pour les enfants et les jeunes, et qu'on soit capable de dire, on a l'argent, on a une stabilité économique, puis comme ça, on pourra continuer. Arrêtez de dire que on est spécial, on va là parce qu'on n'a pas... Non. Moi, j'ai pas honte de dire que je reste dans le HLM, puis je suis très fière de rester dans le HLM. C'est ça qui m'a sauvée, moi. C'est sûr que pour l'instant, je reste ici, le temps de finir mes études. On a la chance de pouvoir commencer à travailler puis d'avoir un logement protégé qui va me permettre d'accumuler de l'argent pour pouvoir partir un jour avec peine. Je vais avoir de la peine quand je vais partir. Mais je vais laisser la chance et la place à quelqu'un qui va en avoir de besoin prochainement, qui va avoir des projets aussi puis qui va avoir besoin d'aide. Ça va être laissé de nos prochains. Ouais. Tout un chacun est porteur d'une culture, d'un ensemble de savoirs et de savoir-faire. En s'appuyant sur les témoignages de locataires, cette vidéo a démontré que leur qualité de vie s'améliore de façon significative si les institutions, entreprises publiques et organismes communautaires se mettent en action avec eux. Entretenir une image positive des locataires, favoriser la communication entre eux et les dirigeants, les accompagner dans leurs aspirations et implications, et leur conférer un pouvoir réel en les considérant non pas comme des clients, mais comme des citoyens, sont des orientations qui contribuent à leur donner un élan tant individuel que collectif. Tout un chacun veut rester digne et jouir d'un confort minimum, mais nul ne part sur la même ligne dans le grand marathon de l'homme. Rien ne nous indique qu'un jour on ne tombera pas en chemin, qu'un malheur nous guette au détour. Personne n'est à l'abri de rien. Je suis sensible aux démunis qui tentent de s'en sortir eux-mêmes, s'ils ne connaissent pas d'autre vie que celle passée en HLM. J'en vois qui retournent à l'école, d'autres sans emploi qui espèrent, des hommes et des femmes bénévoles qui forment le mot solidaire. On eut beau avoir un travail, on chancelle sur ses deux pieds, dès que la santé se déraille, qu'on n'a jamais pu épargner. Et comme avec l'âge on s'épuise, pensons à ces gens sans le sou, l'indulgence serait de mise. Ce sont des gens pareils à nous. Chapeau bas à toi qui naquis loin du petit quartier cossu, et même si tout réussit, l'inégalité court les rues. Quiconque arrive au pied du mur avec la vie qui bat de l'aile n'a pas besoin de quelqu'un jure, mais qu'on lui fasse la courte échelle. Et cet argent qui rend malade, ce seul critère de réussite, sait-il chasser le temps maussade, freiner la vie qui va trop vite, abat les préjugés qui traînent, pensons à ces gens sans le sou, ils font partie de la grande chaîne. Ce sont des gens pareils à nous.
Enfin, chacun veut rester digne et jouir d'un confort minimum, mais nul ne part sur la même ligne dans le grand marathon de l'homme. Rien ne nous indique qu'un jour on ne tombera pas en chemin, que malheur nous guette au détour. Personne n'est à l'abri